Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. On a cette idée de l'artiste et donc de l'auteur comme de quelqu'un qui subit sa créativité, qui subit l'émergence des idées, qui subit les rythmes de réalisation des projets, qui subit aussi la validation par les éditeurs. Moi, je suis évidemment radicalement contre cette représentation. Je conçois la créativité comme une manière de penser, une manière de manipuler des idées, de manipuler un imaginaire. La créativité, c'est une force qui est en nous, qui synthétise, qui invente, qui mélange, qui transforme des informations en réponse à des questions qu'on se pose consciemment ou pas. Quand une idée, elle émerge spontanément, c'est le fruit d'une lente maturation qui est la réponse à des problématiques qui sont importantes pour nous, qu'on n'a pas forcément conscientisées. On ne peut pas vraiment contrôler la créativité, mais on peut l'accompagner, on peut la favoriser, la canaliser. Elle n'a pas besoin de nous déborder, on n'a pas besoin d'adhérer à cette représentation de l'artiste comme une espèce d'être fantasque, déconnecté des contingences matérielles. Au contraire, l'artiste, il possède une conscience aiguë du matériel, lui que l'on prive de sa prospérité, lui qui n'est reconnu comme un professionnel que s'il réussit commercialement. C'est très compliqué cette posture. Dire, on peut être compétent, artiste très compétent, mais si on n'a pas la validation du succès commercial, tout d'un coup, on n'est pas légitime. On n'est pas perçu comme étant un vrai professionnel, comme la question, toujours cette question qui m'énerve, c'est est-ce que t'en vis ? Comment est-ce que t'en vis ? Ça doit être dur d'en vivre. Comme s'il n'y avait pas de corrélation possible entre le travail artistique et l'inscription de l'individu dans la société comme un adulte fonctionnel. Obligé de faire avec peu, voire sans aucune ressource, habitué du bricolage et de la solidarité, l'artiste se débrouille comme il peut pour créer. Il vole du temps, il emprunte ses outils, il troque des lieux d'exposition, de représentation contre des services. Loin de subir, il se démène constamment pour faire exister sa vision dans le monde, malgré une quantité d'obstacles incommensurables. Comme rien n'est donné à l'artiste, il est obligé de se débrouiller. Ça le rend hyper proactif, ça le rend hyper débrouillard, au contraire, dans le monde. Loin, loin, loin de la déconnexion qu'on veut bien nous faire croire. Comme l'artiste n'est validé, avec des guillemets, que si son œuvre touche les masses, l'artiste dont on parle en général dans la culture, c'est le best-seller, c'est celui qui est primé, c'est celui qui réussit à faire parler de lui largement. Et bien, à cause de ça, l'artiste qui, lui, ne vit pas un succès massif, mais qui peut vivre un succès très humble et qui fonctionne et qui lui permet de vivre sa vie, de payer ses factures et d'être intégré socialement, cet artiste-là doute. Il doute de lui, il doute de sa compétence, il doute de sa légitimité. La première motivation des auteurs que j'accompagne quand ils veulent se faire publier, c'est la conquête de leur légitimité. Quand je leur demande « mais pourquoi tu veux te faire publier ?» Ils me disent « si un éditeur me repère, je me sentirai légitime ». La première chose que moi je leur réponds, c'est de leur dire « mais t'es déjà légitime, t'es légitime d'écrire. Personne n'a le monopole de l'écriture, c'est pas une profession réglementée qui exigerait que t'aies certains diplômes ou certaines expériences avant de pouvoir la faire. T'es légitime d'écrire même si t'as rien à raconter, même si t'as aucun talent, on s'en fout de ça. Si un éditeur te prend, c'est pas la confirmation que t'as du talent en plus, c'est simplement la confirmation que ce que tu proposes lui semble avoir un potentiel commercial ou artistique suffisant pour qu'il t'intègre à son catalogue. Être légitime, c'est pas la même chose qu'être compétent. Je crois que derrière la recherche de légitimité, il y a surtout celle de cette validation. Si un éditeur me publie, c'est que je suis compétent. Mais comme on est pris dans cette idée de l'artiste comme d'un être évanescent, frappé par une grâce mystérieuse et par cette idée terriblement toxique du génie créatif, on se comporte très passivement face à notre désir de compétence. On se dit, je vais écrire un livre, je sais pas trop comment, puis je vais l'envoyer, puis un éditeur va me choisir, et s'il me choisit, c'est que quelque part, je sais ce que je fais. J'ai une compétence qui est reconnue. Mais dans ce scénario, moi-même, je ne sais pas comment je m'y prends. Est-ce qu'une compétence, elle est réelle si elle n'est pas répétable ? Et si je ne sais pas comment je vais faire la prochaine fois ? Si à chaque début de livre, il y a ce grand mystère de dire est-ce que je vais réussir à le finir ? Est-ce que je vais réussir à raconter quelque chose ? Est-ce que je vais réussir à plaire ? Dans ce scénario, ma capacité à écrire un livre, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui s'est fait à travers moi, presque malgré moi. C'est très romantique comme idée. Ça me dépasse, ça me transcende, mais ça déresponsabilise aussi. Parce que là où c'est difficile, c'est qu'il y a en effet dans l'écriture et dans l'acte créatif quelque chose qui nous transcende. Mais il y a aussi une part de compétence consciente et délibérée qu'on peut travailler et consolider volontairement tout au long de sa carrière. On n'est pas dans une dialectique binaire, c'est pas parce que le travail me transcende par certains points que je peux pas aussi le maîtriser. Quand je parle de maîtrise, il faut vraiment l'imaginer comme un marin qui épouse les flots. Non, tu contrôles pas la mer, mais t'es pas non plus contrôlé par elle. Tu choisis où tu vas et tu t'adaptes au courant, tu t'adaptes à la météo, tu t'adaptes à tout un tas de choses comme ça.
Je suis pas expert en navigation, donc ma métaphore va vite s'arrêter. Et c'est là qu'est la maîtrise. C'est dans ma capacité à m'adapter à quelque chose qui me dépasse. Et c'est là où est la compétence. La compétence, elle est dans le fait de maîtriser comment je dialogue, comment je danse avec la matière, comment j'apprends à écouter ce qui se produit en moi, ce qui se produit dans le texte, à reconnaître où est le potentiel de mon texte, comment je me rends disponible, comment je peux provoquer aussi les idées. Parce que c'est assez simple, en fin de compte, de provoquer de la créativité. Il suffit de poser une question à laquelle on n'a pas encore de réponse et il suffit d'oser une réponse, n'importe quelle réponse. Et à partir de là, les liens se font et tout s'enchaîne. On va avoir une idée, on va se dire « Ah, c'est pas tout à fait ça », on va préciser. Et c'est dans ce dialogue entre une matière qui émerge de soi sans qu'on sache vraiment d'où et notre décision, toutes les décisions qu'on prend par rapport à cette matière pour l'orienter, pour la canaliser vers un discours qui tienne la route, qui soit cohérent, qui soit en cohésion avec qui on veut être en tant qu'auteur, avec ce qu'on veut exprimer du monde en tant qu'auteur, et ainsi de suite. Plus on entraîne notre compétence, plus on a de facilité à la mettre en application, à la solliciter, à la mobiliser. Et cette compétence-là, j'ai parlé de la compétence de provoquer des idées, mais il y a aussi de la compétence dans le fait de les structurer, dans le fait de raconter une histoire, dans le fait de construire un personnage, de dépeindre une situation, une émotion. Et aussi, au-delà de ça, puisqu'on parle d'argent et qu'on parle de prospérité, dans le fait de trouver des lecteurs, d'enchanter des lecteurs. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout. Bien sûr, on peut faire un livre qui sera très bon et qui ne fonctionnera pas. Il y a cette part-là d'incertitude à prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même avoir de la compétence. Et qu'on ne peut pas quand même reconnaître la qualité de notre travail indépendamment de la réception qui en est faite. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on est déconnecté non plus du marché. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, il faut se questionner sur ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Des fois, c'est bêtement une question de comment on l'a enrobé, de la couverture qu'on a choisie, de la manière dont on en a parlé, du moment où on en a parlé. Mais parfois, il y a autre chose. Parfois, il y a un vrai problème de fond sur le bouquin. Pour pouvoir entraîner sa compétence, pour pouvoir reconnaître, parce que le but de l'entraîner, c'est de pouvoir la reconnaître. Pour pouvoir reconnaître notre compétence, il faut qu'on se discipline. Parce qu'on a besoin de s'exercer régulièrement. On a besoin d'apprendre à être dans un autre mouvement que simplement cette attente de la grâce, de quelque chose qui va nous frapper. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait de travailler tous les jours. Parce que dans le fait de travailler tous les jours, on écrit même si on n'a rien à dire ou même si on a l'impression d'avoir rien à dire. Et souvent, c'est là où on va se surprendre. C'est qu'on croit qu'on a une journée où on va rien avoir à dire, où les idées sont difficiles, laborieuses. Et c'est parfois là qu'émergent les meilleurs textes. Il n'y a pas de corrélation entre la facilité du travail et sa qualité. Et pourtant, on a toujours, et ça m'agace, ça m'agace, on a cette idée que si c'est facile, c'est bien. Que tant que le travail n'est pas, nous tombe pas dessus comme une évidence, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans notre manière de faire. Mais c'est faux. Il y a des jours, le travail il est difficile, c'est pas pour ça que la qualité qui sort n'est pas bonne. C'est pas parce qu'on a du mal parfois qu'on n'est pas compétent. Je veux éviter la notion de talent, parce que pour moi la notion de talent elle vient justement de l'entraînement, elle vient de l'expérience. C'est pas un truc le talent, quand on parle du talent comme quelque chose de magique, comme si les petites fées s'étaient penchées sur notre berceau à la naissance, ça veut dire toi tu auras du talent et toi tu n'en auras pas. Il y a une part de facilité plus ou moins innée, mais il y a surtout derrière une grande part de travail et de curiosité sur ce qui fait notre compétence, sur les outils qu'on emploie, au début sans le savoir, puis après en le sachant. Et ça, c'est très important. Cet entraînement, il demande donc de se discipliner, de s'exercer, de se familiariser avec la part de nous qui crée, d'apprendre à reconnaître les indices qu'elle nous laisse, sur qui elle est, sur comment on y accède, et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'il y a des nuances dans ce travail-là qui nous échappent. Et d'accepter que tout n'est pas bon dans ce qui sort. Et je ne veux pas dire par là qu'il y a des choses qui soient mauvaises, rien n'est mauvais dans ce qui sort, mais tout n'est pas au service du projet. Donc parfois, on va avoir une journée, on va sortir une matière qui n'est pas adapté à ce qu'on veut raconter. Et c'est pour ça qu'on a en même temps une part de nous qui crée, qui sort comme ça, qui fait émerger du texte, et en même temps une part de nous qui évalue, qui jauge, qui décide, tiens ça je le garde, ça c'est une piste qui me parle, là il y a du potentiel, ça je le garde pas, ça je creuse. Là où les blocages naissent, c'est quand le jugement vient trop tôt. Quand je produis quelque chose et automatiquement il y a une part de moi qui dit ah non ça va pas. Alors que j'ai pas laissé le temps à ce qui est sorti de me parler, de révéler son potentiel. Et ça, c'est une part importante de notre apprentissage créatif, c'est de trouver le juste milieu entre trop de censure, où je vais bloquer tout ce qui sort parce que je vois pas encore ce que ça peut être, et pas de censure du tout, où je vais juste prendre tout ce qui sort sans faire de tri. Pour apprendre à filtrer, il faut apprendre ce qui fait qu'une histoire marche, ce qui rend un personnage intéressant et cohérent, ce qui nourrit une ligne dramatique ou thématique. Et ça, on l'apprend en analysant des textes, en écrivant, en parlant avec des lecteurs, en écoutant des lecteurs, en s'observant soi-même dans sa lecture. Et aussi en lisant des manuels, parce que d'autres se sont penchés sur la question et ont émis des hypothèses et ont sorti des outils qui tous fonctionnent pas, qui toutes les hypothèses sont pas bonnes. Mais c'est en regardant les hypothèses des autres, quand je dis pas bonnes, c'est qu'elles nous conviennent pas forcément. Comme c'est une discipline artistique, il y a quand même une part de la méthode de travail qui doit être adaptée à notre sensibilité, à notre manière de faire.
Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des hypothèses de travail qui sont pas bonnes. Il y a des choses dans les manuels qui fonctionnent pas. Parce qu'elles fonctionnent pour la personne qui les a imaginées, mais elles fonctionnent pas pour nous. Donc c'est intéressant de garder cette curiosité, cet esprit critique, de dire, bah tiens, ok, qu'est-ce que ça fait si je le mets en application ? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que je peux garder ? Comment je peux m'inspirer de ce qu'un autre a fait pour mon propre travail ? Moi, par exemple, le voyage du héros, c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout. C'est une structure qui colle pas du tout avec les histoires que j'ai envie de raconter. Et pour autant, il y a des choses qui sont intéressantes dedans, que je prends. Dans cette idée de circularité, par exemple, dans cette idée de pouvoir refuser la quête, cette idée d'avoir une quête, qui est ça, c'est un truc universel, effectivement, objectif, la quête au sens très très large pour le coup. Mais toutes les étapes intermédiaires, moi, ça me laisse froid. Donc tout ça pour dire qu'on est encore plus loin de cette notion d'un artiste un petit peu perché si on se penche sur les questions de fond et d'originalité de l'œuvre. Parce que c'est justement en étant particulièrement, profondément relié à la réalité qu'on peut trouver quelque chose à dire sur le monde. Et ce quelque chose qu'on a à dire sur le monde, ça va servir de socle à nos histoires, ça va leur donner un sens au-delà juste de l'anecdote, de la dramaturgie. Bradbury, il suggérait un régime simple aux auteurs chaque jour, il écrit ça dans un des essais qui est dans Le Zen et l'art de l'écriture. Il dit chaque jour lisez 3 nouvelles, 3 articles scientifiques et 3 poèmes. Ça, c'est l'hygiène de l'auteur. Les nouvelles vous enseigneront la structure des histoires, les articles vous permettront de construire une pensée et les poèmes vous sensibiliseront au travail du style, du rythme du langage et de l'esthétique du texte. Je trouve que ça, c'est une très bonne hygiène de travail pour un auteur, de savoir qu'il faut à la fois savoir raconter des histoires, à la fois utiliser le langage et à la fois trouver quelque chose à raconter. En apportant de l'intentionnalité dans notre pratique, et par là j'entends qu'on prend des décisions claires, conscientes, pas sur la matière, parce que la matière, encore une fois, elle émerge du travail, mais sur ce qu'on décide d'en faire. En apportant de l'intentionnalité sur cette matière, on favorise l'émergence de notre confiance dans notre compétence, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas passif face à ce qui sort de nous dans la créativité. Et on développe notre confiance dans la valeur de nos œuvres, parce qu'on prend conscience de ce qu'elles portent pour le lecteur, pour nous, pour le monde. Et tout ça, ça permet de limiter le besoin de validation extérieure et surtout, ça brise les jambes à cette idée de l'artiste comme un être déconnecté du monde, duquel il faudrait prendre soin, auquel il faudrait donner en fait une place à part, parce que bon, il n'est pas très adapté et puis il peut pas être très fonctionnel dans le monde, ce qui m'énerve. Mais surtout, au-delà du fait que ça m'énerve, c'est que ça justifie derrière tout un système d'exploitation de l'artiste. On va déposséder l'artiste de son sentiment de responsabilité, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions éclairées, il est capable de prendre des décisions qui sont au service de son œuvre et au service de sa carrière. Et du coup, comme on le convainc qu'il n'en est pas capable, on le déresponsabilise parce qu'on lui dit « Mais non, de toute façon, toi, tu es frappé par la grâce, tu n'as pas besoin de ces choses-là. » Et bien, ça laisse le champ libre à des gens qui, eux, se positionnent comme des gens qui savent, qui sont plus connectés avec la réalité matérielle et qui, du coup, abusent de leur position et nous laissent, nous, passifs face à nos carrières. En nous réappropriant notre sentiment de compétence, en nous réappropriant notre intentionnalité, on se réapproprie aussi notre carrière. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que c'est mon anniversaire, donc je suis ravi de ça. Donc l'épisode est aussi un peu plus tardif. Demain, je reprends le rythme habituel et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous êtes intéressé par travailler avec moi, si vous voulez creuser sur ces notions de développer une carrière durable et prospère pour votre écriture, si vous voulez réfléchir à comment réinventer le système pour que les auteurs arrêtent d'être dans la précarité et pour que les lecteurs puissent accéder à plus d'histoires mieux racontées et racontées pour leur donner le maximum d'impact émotionnel, vous pouvez travailler avec moi. Je fais là un atelier d'écriture de nouvelles en janvier et je vais ouvrir les portes de mon mastermind qui est un espace dans lequel les auteurs se retrouvent sur le long terme pour tranquillement, à leur rythme, s'approprier leurs pratiques, développer leurs compétences, développer leurs compétences d'écriture et leurs compétences commerciales, développer leur lectorat et s'inscrire dans une identité d'auteur plus assumée. Pour plus d'infos, allez sur anelverdier.com/mastermind, MASTERMIND.